Ludivine Pillot, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM et de vous accueillir tout court à Radio JM puisque vous intégrez l'équipe, la belle équipe des animateurs de notre fréquence et vous allez, en tant que naturopathe et réflexologue, animer une chronique hebdomadaire sur notre fréquence. Cette chronique commencera donc dès la semaine prochaine. Et d'abord, avant de commencer et de parler de ce que vous allez nous proposer, je voudrais qu'on parle de vous. La réflexologie, la naturopathie, c'est quelque chose qui vous a toujours attiré. Comment avez-vous fait le choix de vous orienter maintenant vers ces professions ? C'est une bonne question. Voilà. Quel chemin j'ai emprunté pour en arriver là ? En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez... je me suis pas réveillée un matin en me disant je veux être naturopathe ou réflexologue plantaire. Je suis quelqu'un d'assez instinctif. Et en fait, il y a eu tout un chemin pour en arriver là. C'est plutôt cette route que j'ai empruntée qui m'a amenée à ces pratiques. Et en fait, déjà, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai grandi à la ferme avec mes grands-parents. Donc, j'ai grandi vraiment c'est le terreau familial, on va dire, où il y avait tout le temps les mains dans la terre. Il y avait chez mes grands-parents, en fait, tous les produits du potager. Il y avait aussi la basse-cour, le verger, etc. Proche et donc, de la nature. C'est ça. Oui. Et donc, il y avait ce goût pour, on va dire, le goût du vrai, des bonnes choses, des vraies choses. Et ça a développé chez moi aussi un goût pour l'authenticité. Voilà, quand je repars vraiment dans les racines, on en parlait la dernière fois. D'ailleurs, ce que j'aime bien cette métaphore de l'homme comme un arbre. Et justement, moi, où j'ai puisé ma sève, c'est justement dans ce terreau familial. Et ensuite, j'ai laissé déployer, on va dire, les branches. J'ai grandi, je me suis un peu élevée, et mes ailes se sont déployées, on va dire. Et ça, je l'ai beaucoup fait grâce au voyage. J'ai énormément voyagé. J'ai habité au Brésil, en Australie, et après, j'ai aussi voyagé sur des chemins. Mais vraiment, il y a eu toujours dans ces voyages l'humain au centre, la rencontre de l'autre, de son altérité, sa différence. Et moi, c'est ça qui m'a énormément nourrie. Et en fait, il est là le lien. J'ai toujours aimé faire le lien entre l'homme, le positionner sur un chemin, le lien entre l'homme et la nature. Et en fait, sur les chemins, pendant les voyages, on rencontre aussi des personnes qui vivent parfois des choses difficiles. Et il y a toujours eu cette envie d'aider l'autre, de le replacer au centre. Et si parfois il s'est éloigné du chemin de la santé, pouvoir l'accompagner vers cette nouvelle vitalité. On pourrait vous écouter en parler pendant des heures, Ludivine. Et c'est tellement vrai ce que vous dites. Et vous savez, quiconque a beaucoup vu doit avoir beaucoup retenu. Je pense que tous les voyages et les rencontres que vous avez faites nourrissent forcément votre pratique. Donc maintenant, vous êtes installé en tant que réflexologue et naturopathe et vous allez nous offrir chaque semaine une chronique qui va en fait nous permettre nous aussi de retourner sur le chemin du bien-être. C'est ça. En fait, cette chronique, on en a discuté ensemble, on a décidé de l'appeler l'instant vitalité. On a hâte. Voilà, c'est ça. L'instant vitalité, en fait, c'est... Bon, moi, je ramène toujours au chemin. Voilà, je ramène toujours au chemin et pas à pas. Moi, j'aime beaucoup cette théorie des petits pas pour avancer. Et en fait, l'instant vitalité, c'est instant après instant, peut-être qu'on va déclencher une prise de conscience, peut-être que, par un nouveau geste, on va peut-être relancer un petit peu l'énergie vitale des personnes et elles auront peut-être envie d'évoluer différemment. Donc l'instant vitalité, ça va être chaque semaine, 10 à 15 minutes, où en fait, on abordera des thématiques, on pourra aborder des thématiques globales liées à la santé, au bien-être et l'harmonie avec la nature. Oui, c'est ça qui est très important. Se refaire le lien que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, par exemple, on pourrait donner des thèmes de chronique que vous avez déjà en tête et que vous aimeriez nous proposer. Par exemple, quel est le premier sujet que vous allez nous proposer cette semaine, la semaine prochaine ? Pour la semaine prochaine, j'ai une petite hésitation. Alors déjà, pour commencer, je pensais à la réflexologie plantaire. Puisque ce que c'est, rappeler aux gens ce que c'est. Rappeler aux gens ce que c'est, donner... Comme vous l'aviez proposé la dernière fois, toujours donner un exemple de pratique à réaliser chez soi pendant la semaine. C'est-à-dire pouvoir soi-même faire de la réflexologie sur sa propre plante des pieds. Voilà, stimuler son pied, peut-être. Je donnerai un exemple de pratique le moment venu. Et puis, j'étais en train de réfléchir, ce que je trouverais très intéressant, parce que dans la naturopathie, forcément, quand on est en lien avec la santé, le bien-être, la naturopathie, en fait, a plusieurs tiroirs pour accompagner les personnes vers une nouvelle vitalité.
D'accord ? Et dans ces tiroirs, on a la réflexologie plantaire, mais on peut aussi avoir, enfin, on a surtout l'alimentation, en fait. Très l'alimentation, important. c'est un grand socle. Et là, dans l'alimentation, ce que je pensais, c'était peut-être faire une semaine sur 2, vraiment une émission qui soit axée cuisine vitalisante, recettes vitalisantes. C'est une très bonne Et idée. par exemple, pour une des premières, une des premières chroniques, ça sera le kombucha ou le kéfir de fruits. Ah bah vous allez nous expliquer ce que c'est tout de suite, parce que je ne sais pas ce que c'est. En fait, le kombucha et le kéfir de fruits, c'était déjà à l'époque de ma grand-mère, il n'y avait pas forcément le Coca-Cola, ni la limonade, etc. Donc, il y avait des kéfirs de fruits. On utilisait les graines de fruits qu'on fait fermenter. Et en fait, ces graines de fruits vont se nourrir d'un sucre qu'on va leur donner. On peut donner des figues sèches, des fruits secs, etc. Et ensuite, elles vont digérer ce sucre et la boisson va fermenter naturellement, donc elle va être gazeuse. Et en fait, c'est un probiotique naturel pour les intestins. Mais je ne connaissais pas. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on va pouvoir faire découvrir aux il faut auditeurs. être clair, Ludivine, bien évidemment, la naturopathie, la réflexologie viennent pour donner un bien-être certain. On peut aider à se retrouver, à trouver ce bien-être ou accompagner quelqu'un aussi, mais elle ne se substitue pas à la médecine classique. Ce n'est pas une substitution, c'est un accompagnement. C'est tout à fait. C'est très important de bien le réappuyer. Moi, j'aime bien dire ce qu'elle n'est pas, la naturopathie. Et le naturopathe n'est pas un médecin. Voilà, le naturopathe n'est pas un médecin. La naturopathie, ce n'est pas non plus des recettes de grand-mère. La naturopathie n'est pas une médecine verte. On ne soigne pas un cancer avec des plantes. Donc voilà, il faut bien remettre les choses à leur place. Mais en revanche, pour avoir une meilleure qualité de vie, être plus à l'écoute de soi. Moi, c'est toujours l'impression, quand j'échange avec vous, j'ai toujours l'impression que c'est ça le plus important. Savoir s'écouter, savoir faire une période d'introspection pour mieux comprendre ce qui va, ce qui ne va pas et pouvoir accompagner des changements. Tout à fait. En fait, il y a cette conscience des choses. Et dans la naturopathie et la réflexologie plantaire aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va être dans la prévention, l'éducation de l'hygiène de la santé. Donc là, tout le rôle du naturopathe, en fait, c'est d'accompagner, c'est d'éduquer à la santé, c'est de rappeler des règles de base. Absolument. Moi, il y a quelque chose, vraiment, j'en ai vraiment repris conscience, puisque dans mes racines, c'était déjà là, mais avec le temps, on oublie un peu. Mais on se nourrit pour être vivant, on se nourrit pour se vitaliser. Absolument. Et on oublie en fait que plus la nourriture est vivante dans notre assiette et plus ça va être vitalisant pour nous. On a oublié que la nourriture, comme le disait Hippocrate, était notre premier médicament, entre guillemets. D'où l'accompagnement de ce qu'on mange et ce qu'on met dans son assiette. Bon, on a hâte de vous retrouver, Ludivine. Alors, le rendez-vous, ça sera toutes les semaines. C'est ça. Vous avez le jour et l'heure à donner à nos auditeurs pour vous retrouver? Alors, on se retrouve tous les mercredis à 9h30 sur les ondes de Radio JM. Mais on a hâte de vous accueillir, Ludivine Pillot, pour ces instants vitalité. Merci en tout cas du temps que vous nous consacrez. Et bien évidemment, on sera à l'écoute dès la semaine prochaine. Merci. Merci. Pascale Zettelbaum, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes la directrice de l'action sociale du CASIM. Exactement. Et à ce titre, on va évoquer ensemble une très belle opération qu'organise le CASIM le 17 novembre. Avant toute chose, Pascale, si vous le voulez bien, rappelez que l'importance de la mémoire pour le CASIM. En quoi votre travail, alors qu'on parle d'action sociale, en quoi votre travail est attaché à la mémoire aussi des personnes que vous aidez? Alors, vous avez raison, Elsa, c'est très important parce que depuis 1998, au moins depuis que je travaille au CASIM, le CASIM a une mission d'accompagnement et d'aide des survivants de la Shoah et de leurs familles. Pour cela, on est mandaté, on a 2 grands partenaires qui sont la Clems Conférence. Vous savez peut-être sur la France, il y a 3 organismes, 2 à Paris, le CASIF et la DIAM, et 1 à Marseille, pour tout le sud de la France. Et notre autre partenaire, c'est la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc en fait, nous accompagnons au quotidien les survivants de la Shoah et leurs familles, en suivant un petit peu le rythme du changement au niveau des indemnisations, il faut savoir que maintenant, quasiment tous les Juifs qui ont vécu des persécutions ou qui ont été à un moment donné, par rapport à la Shoah, gênés, bloqués, que ce soit dans leur évolution personnelle, que ce soit dans leurs études, que ce soit... Donc, je veux dire, on avait l'idée on va en parler tout à l'heure justement, des survivants des camps et des enfants cachés. Et il y a effectivement aussi des programmes qui se sont ouverts à ce qui est appelé
les Juifs du Maghreb. Bien sûr. Et effectivement, les indemnisations et la reconnaissance de victimes maintenant touchent aussi les Juifs qui étaient au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Et vous avez fait cet accompagnement que vous continuez à faire. C'est un accompagnement social. Quand les personnes en ont besoin, c'est un accompagnement effectivement autour des récits de vie et de la mémoire, de l'ouverture des droits, de l'ouverture de l'indemnisation. Et d'ailleurs, on travaille en partenariat avec Passerelle, bien sûr, du Fonds social, du Fonds social, en local essentiellement nous sur Marseille et avec Paris aussi évidemment. Donc ça a toujours fait partie des missions de l'action sociale du CASIM. Donc évidemment des parcours d'exception, entre guillemets, des parcours difficiles, des histoires que vous recueillez, que vous entendez. Et c'est vrai que de tout cela, on peut aussi avoir envie de sublimer les choses. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce que vous allez organiser le 17 novembre. Tout est histoire d'une rencontre. Exactement. Et d'une idée de photos. Racontez-nous cette voilà, histoire, je suis contente Pascale. qu'on puisse repartir un petit peu de la genèse de ce projet. Vous me demandiez en quoi le CASIM était impliqué. Le CASIM intervient à domicile, dans une proximité, avec les travailleurs sociaux, avec des visiteuses sociales. Elles recueillent des paroles, elles recueillent des récits de vie. Elles sont touchées, elles retravaillent ça, parce qu'il y a des psychologues au CASIM qui, ensuite, peuvent aussi retravailler ces histoires qui sont très difficiles. Et effectivement, plus nous avancions, et plus nous nous disions que nous avions là de quoi transmettre, de quoi être des passeurs de mémoire. On en parle maintenant. Une matière, mais comment ? C'est ça toute la question toujours. Le comment, c'est vraiment venu d'une discussion qu'on a eue, qui ont été faites avec les survivants de la Shoah, qui voulaient avoir un interlocuteur qui les comprenne, un interlocuteur qui veuille transmettre et peut-être pas sur une forme de témoignage classique. Toutes les personnes qu'on a photographiées, effectivement, puisqu'il s'agit d'un témoignage photographique, avaient déjà été photographiées. Peut-être pas dans leur intimité, peut-être pas chez elles, et peut-être pas avec quelqu'un qui avait ce même objectif et un regard très particulier. Ah oui. Alors, le photographe qui a fait ces très belles photos qu'on pourra découvrir au Jardin du 109, présentez-nous-le. Alors, Patrick Zachman, effectivement, c'est un grand photographe qui a un parcours, lui aussi, une recherche à travers un travail qui s'appelle Voyage de mémoire. Donc, c'est un travail photographique. Il en a fait aussi un livre. Il parle et il recherche. Donc, sans parler à sa place, je sais qu'il a une histoire en lien avec la Shoah. Et ce qui était très bien dans cette rencontre, au début, franchement, on pensait photo, on n'aurait jamais pensé Patrick Zachman. Comme vous l'avez dit, c'est la rencontre qui a fait, c'est notre travail avec le partenaire Photo Marseille. C'est très important parce que ça s'inscrit dans l'histoire de la ville et de la cité. Ça, par contre, on le voulait. Donc, c'est ce qu'on voulait. Très bien. On voulait inscrire ces témoignages dans la cité. Ce sont des gens qui ne sont pas tous nés à Marseille, mais beaucoup, des gens qui vivent tous à Marseille, tous les survivants de la Shoah qui ont été interviewés. Pour le côté universel de cette histoire, elle nous concerne tous. Exactement. Donc, on voulait l'inscrire dans la cité. Marseille étant un grand village, on a eu l'opportunité par le biais d'une visiteuse sociale qui travaille avec nous, qui connaissait très bien Photo Marseille et son directeur Christophe Assot, donc c'est Lisa Sebaoun qui travaille avec nous, mais aussi par le biais de... Alors ce qui est important, c'est que ce sont des rencontres personnelles, mais en même temps c'est un travail de tous, c'est-à-dire que si on a réussi à proposer et à ce que ça se passe bien, c'est qu'il y a une vraie confiance qui est établie entre le CASIM et les personnes. Et le photographe. Ouais, je vais les citer parce qu'on est quand même là pour elles. Et en fait, on a photographié des personnes qui vivent à Marseille. Sur l'exposition que les gens pourront découvrir au 109 parce qu'elle est album, on saura à qui on a affaire. Il y aura des noms. On saura qui est pris en photo. Donc, le lien sera fait, bien évidemment. Mais on va les citer. Voilà. Donc, il y a Estelle Remusati, Isaac Alfandari, Paulette Payan, Lucie Cohen, Reine Pérez, Félicienne Kaplan, Albert Barbout, Louise Marcos, Hélène Vessanson, Albert Amsili et Denise Toros-Marter. Alors, il y en a certains qu'on connaît, d'autres non. Exactement. Oui. Alors, j'ai lu parce que pour moi, c'était très important de ne pas en oublier un. Bien sûr, évidemment. Évidemment que je n'allais pas les oublier, mais c'était vraiment pas le moment. Non, c'était pas le moment, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est une alchimie que vous verrez dans les photos d'un photographe qui venait aussi chercher quelque chose. Il venait pas juste
prendre une photo. Il venait aussi chercher quelque chose qui faisait écho dans son histoire. C'est ça, c'est une continuité du travail qu'il a fait jusqu'à maintenant. Exactement. En fait, c'est un service rendu des deux côtés. C'est une véritable collaboration. Chacun s'est nourri de l'autre. Tout à fait. Et c'est ça qui fait la richesse de votre exposition, Pascal. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Et ça se voit quand on découvre les photos. J'ai eu la chance de les voir. Bon, pas encore finalisées, mais je les ai vues en noir et blanc. Il s'est passé quelque chose. Voilà, donc effectivement, ça, c'est très important. C'est ce que j'ai ressenti aussi en voyant ces photos. Il s'est passé quelque chose. Le cadeau d'avoir Patrick Zachman aussi, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Exactement, c'est la cerise sur le gâteau. Mais en même temps, au cours de ces photographies, au cours de cette prise de vue qui a eu lieu pendant tout l'été, Patrick Zachman est venu à 2 reprises à Marseille. Il a pris du temps au domicile. Une sélection de photos a été faite, mais je vais vous révéler qu'on va peut-être en sortir quelque chose autour d'un livre, d'un témoignage au-delà des photos et des 11 photos qui seront accrochées au Ces Casim. photos donc sont accrochées au Casim au 109 et l'idée de vous lancer, donc vous organisez une soirée le 17 novembre qui se tiendra donc dans l'espace la grande salle de judaïcité en partenariat avec le FSJU et le centre Edmond Flegg, et l'idée c'est que Zachman puisse parler de son travail jusqu'à maintenant, de ce très beau livre qui existe déjà, du travail qui a été Exactement. fait, et ensuite de proposer aux personnes présentes d'aller par petits groupes visiter cette exposition. C'est exactement ça. Alors donc, Pascal, est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce qu'on peut venir comme ça? À quelle heure faut-il être là? Voilà, on va donner tous les détails. Alors, vous pouvez nous appeler, ça nous fera plaisir de savoir que vous venez et que vous avez accueilli favorablement. Donc on donne le numéro du Casim. C'est le 04 96 10 06 70. Mais c'est un événement qui s'inscrit dans la cité, qui est sur le programme du Festival Photo Marseille, qui est ouvert à tous. C'est à 18h précise, puisqu'effectivement, c'est en 2 temps. D'abord, la présentation et la rencontre avec Patrick Zachman. Et dans un deuxième temps, effectivement, on a la chance de ne pas être très loin, la possibilité d'aller découvrir ces photos. Forcément, ce travail aura une deuxième vie. Ça ne va pas s'arrêter ponctuellement, ce qui va se passer le 17 novembre, évidemment, et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Mais je voulais vous féliciter parce que c'est une très belle opération. Une autre façon encore de porter ces témoignages de ces personnes qui bientôt ne pourront plus être avec nous pour témoigner. Donc, c'était très important de s'inscrire dans le temps long. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. Voilà. Juste, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'il y a des verbatims qui vont aller avec ces photos. Et là aussi, il y a quelque chose qui s'est encore passé de l'ordre de l'alchimie et peut-être qui allait au-delà de ce qu'on espérait. C'est-à-dire qu'on a déjà de retour de personnes qui ont écouté les témoignages et qui ont dû les retranscrire. Et ce qui nous touche, c'est que ce n'est pas forcément des personnes qui, jusqu'à maintenant, connaissaient des récits de vie, s'y intéressaient dans le sens... Et là aussi, c'était ça notre idée, c'était qu'on sorte des lieux communs, qu'on sorte et qu'on aille vraiment au niveau de la ville et de Marseille. C'est l'histoire... Ces photos-là parlent d'histoire de Marseillais. Absolument, c'est inscrit dans l'histoire de cette ville. Merci beaucoup Pascal Tettelbaum. Rendez-vous le 17 novembre, 18h précise, la grande salle de judaïcité. Merci.